Bonsoir, Mediapart Live continue sa série consacrée aux élections européennes et nous invitons depuis le mois de mars des membres des principales listes pour le scrutin du 26 mai, toujours dans un format de 30 minutes. Ce soir, dans un premier temps, nous recevons Pascal Canfin. Pascal Canfin, bonsoir. Bonsoir. Numéro 2 de la liste Renaissance, soutenu par La République En Marche, le MoDem, Agir, la droite jupéiste, et mené par l'ex-ministre en charge des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Et nous allons vous interroger avec Hélène Savy, journaliste au service politique de Mediapart en charge de l'exécutif. Pascal Canfin, vous étiez jusqu'il y a très peu de temps directeur général de l'ONG de protection de la nature WWF. Vous êtes engagé assez tôt chez les Verts en 2001, à partir de 2001, et vous avez été élu eurodéputé en 2009. Vous avez été membre de la commission des affaires économiques et financières, en pointe sur les questions de régulation financière, régulation bancaire, sur la question des produits financiers opaques. Vous avez été un eurodéputé très reconnu sur ces sujets-là, qui était un enjeu majeur après la crise de 2009. Mais vous décidez d'abandonner votre poste d'eurodéputé en 2012, au moment de l'élection de François Hollande, qui vous appelle pour devenir secrétaire d'État en charge du développement auprès du ministre des Affaires étrangères. Vous dites extrêmement pro-européen, autoproclamé dans la liste pro-européenne. Sur juste votre précédent mandat, comment peut-on aujourd'hui croire que vous vous impliquerez tout le long de votre mandat, alors que il y a quelques années, vous avez quitté le Parlement européen pour rentrer au gouvernement? Alors j'ai quitté le Parlement européen pour rentrer au gouvernement parce que quand on est appelé pour être au gouvernement en 2012, avec une alternance politique qui était ce qu'elle était en 2012, avec un certain nombre d'espoirs qui par ailleurs ont pu être déçus par la suite, ça faisait partie, je pense, des responsabilités logiques à prendre, surtout que si on revient sur ce que vous avez dit, le cœur de mon action au Parlement européen après 2009, ça a été la re-réglementation des marchés financiers. La lutte contre l'évasion fiscale, et les 3 premières années avaient été les plus intenses. Et ce que je commençais à remarquer, c'est qu'au fond, en 2012, les lobbies financiers, les lobbies bancaires, les lobbies des fonds spéculatifs, etc., étaient en train, malheureusement, de reprendre la main. Et du coup, la fenêtre politique qui s'était ouverte après la crise financière était en train de se refermer. Et donc, l'efficacité politique, la capacité à agir devenait moindre. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai pris cette décision en 2012. Donc si vous êtes élu, vous resterez 5 ans au Parlement. Et donc je vous le dis droit dans les yeux, oui, je resterai 5 ans au Parlement européen. Hélène ? Une question politique. Nathalie Loiseau, donc la tête de liste de la liste à laquelle vous appartenez, répète à qui veut l'entendre que votre liste, donc Renaissance, est, je cite, alors elle le dit souvent, en meeting, en interview, la seule qui croit à l'Europe, la seule qui soit pro-européenne. D'une part, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et est-ce que vous pouvez sincèrement prétendre que d'autres listes, je pense notamment à la liste des Verts, conduite par Yannick Jadot, et qui vous a fait élire en 2009 au Parlement européen, n'est pas une liste pro-européenne? Il y a évidemment plusieurs façons d'être pro-européen. La question est, in fine, le 26 mai, qui est capable de battre le Front National et d'éviter que, de nouveau, comme en 2014, ce soit la première délégation française de députés européens qui siègent à Strasbourg et à Bruxelles, ce soit des élus du Front National, avec une perte d'influence massive pour la France, parce que ces élus sont dans l'opposition permanente. Du coup, évidemment, quand il faut passer des accords avec les autres députés, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, il n'y a plus de Français. Donc c'est pour ça qu'il y a évidemment plusieurs façons d'être pro-européen, mais il y a une façon qui est plus efficace que d'autres. Et c'est pour ça que moi j'ai rejoint cette liste. Oui, évidemment, c'est ce que je vais vous dire. Pourquoi? Mais ça ne sort pas du chapeau. Pourquoi? Parce que j'ai rejoint cette liste, d'une part parce que c'est la seule qui peut battre le Front National. Je pense que c'est absolument fondamental. Et c'est pas on entend souvent comme si on voulait nous réduire le débat à ça. C'est pas nous, c'est dans l'opinion publique française, sondage après sondage, enquête après enquête, il n'y a que 2 listes qui sont au coude à coude. C'est pas moi qui l'invente, ce sont les Français qui le déterminent. Donc, je peux vous dire qu'on préférerait, on adorerait avoir un autre adversaire que le Front National dans l'intérêt général de la France. Mais c'est comme ça. C'est la société française, c'est comme ça, et donc il faut les battre. Premier élément. Deuxième élément, moi, mon engagement en politique, vous l'aviez dit, j'étais en politique, puis j'en suis parti, donc je ne suis pas un politicien professionnel. Et pourquoi je suis revenu? Parce que je veux me battre de manière utile. Et aujourd'hui, l'utilité,
c'est d'être sur la liste qui, je l'espère, arrivera en tête, premier élément. Deuxièmement, qui formera un groupe au Parlement européen qui sera au centre du jeu du Parlement européen. Une minute peut-être pour expliquer comment ça fonctionne, parce que tous les Français ne sont pas forcément au courant. Comme c'est un scrutin proportionnel, il n'y a pas de groupe qui a une majorité toute seule. Et depuis 40 ans, il y a 2 groupes qui se partagent le pouvoir au Parlement européen, la droite, le fameux PPE, et les sociaux-démocrates. Bien là, pour la première fois depuis 40 ans, ça ne sera plus le cas. Donc, dans le groupe que nous allons former, nous serons la première délégation, donc la délégation la plus nombreuse. Donc on aura un bras de levier avec ce groupe, puisque aucune coalition majoritaire ne pourra se faire sans nous. Donc on sera au centre du jeu, ce qui donne évidemment une capacité d'action très importante. C'est pour ça que je me suis engagé aussi sur cette liste. Vous dites que ce sont finalement les Français qui ont installé ce clivage, le clivage qui est quand même énormément porté par le président de la République depuis le printemps 2018, c'est-à-dire ce clivage progressiste, populiste, qui finalement, dans le cadre de la campagne, se réduit effectivement à... en tout cas, c'est de la façon dont vous vous présentez à un match, La République En Marche, le Rassemblement National, match qui tend à effacer de fait les autres listes qui sont pourtant extrêmement nombreuses et donc les autres propositions. Est-ce que vous êtes foncièrement d'accord, non pas avec le constat qui est fait, mais avec la stratégie politique qu'il y a derrière l'installation de ce match? Et est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour le débat démocratique que de finalement le confisquer de cette façon-là? Mais ça, ce sont vos mots. Moi, ce n'est pas moi qui décide des sondages qui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Donc ce sont les sondages qui font la campagne européenne? Mais c'est l'opinion publique française, ce n'est pas des sondages, c'est le reflet de l'opinion. Aujourd'hui, vous pouvez le regretter, peut-être qu'on peut le regretter, moi je le regrette côté Front National bien évidemment, parce que je souhaiterais qu'il soit beaucoup plus bas. Je préfère avoir un autre adversaire que le Front National. Mais je n'y peux rien, ce n'est pas moi qui dis nous sommes au coude à coude et à la fin, il y a une seule liste qui peut battre le Front National, c'est la nôtre. Ce sont tous les sondages, toutes les enquêtes d'opinion qui le montrent. Donc l'idée selon laquelle ce serait une stratégie machiavélique fomentée par l'Élysée et par Emmanuel Macron, c'est juste faux. C'est la réalité de l'opinion publique en France, et c'est très souvent, trop souvent malheureusement, la réalité des opinions publiques partout en Europe, ce match des progressistes contre les nationalistes. Et en tout cas en France, c'est très clair, c'est ça, il y a un seul combat in fine le 26 mai pour savoir qui représentera en quelque sorte le plus fortement la France, et j'espère bien évidemment que ce sera la liste Renaissance, c'est un enjeu majeur pour notre histoire et pour notre pays. Donc la liste Renaissance explique être la liste progressiste de ce scrutin qui lutte contre le repli, la tentation de repli pour le moins. Elle est portée et soutenue par toutes les personnes que nous allons voir dans une petite vidéo où nous avons sélectionné 2 extraits. Lorsque l'on arrive du Sud-Soudan, on peut décider de faire du shopping de l'asile et trouver qu'on est mieux en Suède qu'en Italie, mais enfin tout de même. Aujourd'hui, écoutez, moi je suis allée au Sud-Soudan et je vous invite à faire la différence entre ces pays et les pays européens. En Méditerranée centrale, on a observé de façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. On a observé que certains navires d'ONG étaient ainsi en contact téléphonique direct avec des passeurs qui facilitaient le départ des migrants depuis les côtes libyennes dans des conditions effroyables, souvent au péril de leur vie. Les ONG, dans ce cas-là, ont pu se faire complices des passeurs. C'est ça, lutter contre la tentation de repli ou pas? Vous avez bien choisi. Donc, c'est intéressant parce que Nathalie Loiseau a elle-même pris ses distances avec les propos... Nathalie Loiseau? Non, avec les propos de Christophe Castaner. Et Christophe Castaner est en partie, voire largement, revenu sur ces mêmes propos. Et je l'ai dit, les ONG, elles sont là en Méditerranée pour sauver des vies et pas pour, évidemment, être les complices de quoi que ce soit. Donc, il n'y a aucun débat là-dessus. Ensuite, sur nos propositions... sur les questions migratoires. Première chose, nous sommes pour créer un office européen du droit d'asile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, lorsque les migrants arrivent, ou les demandeurs d'asile arrivent en Italie, à Malte, en Espagne ou à Chypre, ce sont des autorités locales qui analysent leur dossier sur des critères locaux avec des pressions politiques locales. Et aujourd'hui, il fait pas très bon, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, il ne fait pas très bon être demandeur d'asile dans l'Italie de Salvini. Et donc il faut absolument
européaniser la demande d'asile pour qu'elle soit la plus équitable, la plus juste possible, sur la base de critères communs. Et ensuite, soit vous êtes accepté et vous devenez un demandeur d'asile, un réfugié, soit au contraire, votre demande n'est pas acceptée parce que vous ne remplissez pas les critères de cet Office européen de l'asile. À ce moment-là, si vous êtes accepté, vous pouvez aller dans le pays de votre choix. Parce que la migration implique parfois de revenir évidemment là où vous avez des communautés, là où vous avez des familles, là où vous avez des connaissances pour faciliter l'intégration. Donc c'est ça notre vision. Et nous, on ne souhaite pas hystériser ce sujet. Et c'est d'ailleurs, vous verrez, dans le programme, le premier axe, on va en parler bientôt, je l'espère, c'est la transition écologique. Puis, comment on tire la mondialisation vers le haut. Et les questions de migration viennent en 3e ou en 4e, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, au moment où on parle, ça n'est pas l'enjeu numéro 1 de l'Europe. Et on ne veut pas hystériser ces sujets, parce que si on les hystérise, c'est ce que feront les Républicains, c'est ce que fera peut-être Arnaud Danjean qui me succédera bientôt sur cette chaise, c'est ce que fait évidemment chaque minute le Rassemblement national, on est sûr de perdre la raison. Et donc nous, on a une approche parfaitement équilibrée. Oui, il faut défendre nos frontières, c'est normal, ça fait partie de ce que les opinions publiques européennes nous demandent. Ce que les peuples européens nous demandent, très majoritairement, sondage après sondage, là aussi, il faut les écouter, ce que pensent les Européens. Mais en même temps, il faut défendre les valeurs. Et les valeurs, ça s'incarne dans quoi ? Aujourd'hui en Europe, ça s'incarne dans le droit d'asile. Et le droit d'asile ne peut pas être soumis, ou l'application du droit d'asile ne peut pas être soumis à des conjonctures politiques du type Salvini en Italie. Donc c'est pour ça qu'on veut cet Office européen de l'asile. Mais en parler, c'est pas forcément hystériser. En parler, c'est aussi parler de vos propositions sur cette question-là. Et quand bien même, effectivement, dans votre programme, ça n'arrive qu'en 4e position, si je ne me trompe pas. Pour reprendre la proposition dont vous avez parlé, de créer cet office qui permettra peut-être de traiter les dossiers des personnes qui arrivent dans les pays de premier accueil, on va dire, autour de la Méditerranée. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans votre programme, vous ne parlez pas du tout du règlement de Dublin, qui est le règlement qui régit l'asile en Europe. Je cite juste une seconde pour les gens qui nous écoutent. Il n'y a aucune mention de modifier les règles du droit d'asile dans les règlements européens, juste demander à chaque État de participer à l'effort commun. On a bien vu que participer à l'effort commun pour le moment, quels que soient les efforts ou les tentations de chacun en Europe, ça n'a pas beaucoup marché. En quoi votre programme il permet d'avancer sur la situation actuelle ? Sur une mesure très précise. Si on veut que chacun des pays participe à l'effort commun, qui n'est pas nécessairement un effort, mais qui est de se répartir l'arrivée des demandeurs d'asile en Europe, eh bien, on a un moyen très clair, et d'ailleurs le président de la République l'a mis sur la table assez fortement dans les derniers jours, c'est la réforme de Schengen. C'est-à-dire un pays... Ce n'est pas dans votre programme, la réforme de Schengen, excusez-moi. Mais c'est dans la lettre d'Emmanuel Macron aux Européens, et je pense qu'on peut dire que le président de la République soutient le projet de Renaissance, et réciproquement. On a d'ailleurs parfois même reproché à l'envers, donc on ne va pas nous la faire cette fois-ci dans l'autre sens. Sincèrement, aujourd'hui, ce qu'on défend, c'est la réforme du droit d'asile, c'est ce que je viens de dire, sur un office européen qui applique des critères communs, qui permet de sortir de la conjoncture politique locale, parce que le demandeur d'asile, certes potentiel, qui peut être ensuite débouté ou pas, il arrive là où il arrive, en Espagne, Chypre, Malte, la Grèce, l'Italie, selon des conjonctures très particulières, selon des flux, selon des capacités à traverser ce cimetière qui est en train de, malheureusement, dramatiquement, devenir la Méditerranée. Et ensuite, en fait, il arrive en Europe. Et donc, il faut que ce traitement soit immédiatement européanisé. Et alors, pour avoir un levier, c'est ce que je vous dis, pour avoir un levier, vous utilisez la libre circulation. Si Viktor Orban, demain, ou si les Polonais, refusent d'accepter leur juste part de réfugiés, alors la question de leur capacité à bénéficier de la libre circulation dans l'espace Schengen doit se poser. Autre élément de bras de levier, les fonds structurels. Un État, prenons la Hongrie, puisque Viktor Orban est malheureusement d'une des figures les plus emblématiques de ces fameuses démocraties dites illibérales, qui sont certes illibérales et pas très démocratiques. Qu'est-ce qu'il dit, Viktor Orban ? Il dit « Moi, je veux bénéficier des fonds structurels, aucun problème,
Mais par contre, je ne veux pas jouer le jeu de la solidarité, par exemple sur la question des migrants. Eh bien, s'il n'y a pas d'état de droit, s'il n'y a pas de respect d'un certain nombre de valeurs fondamentales de l'Union européenne, alors il ne doit pas y avoir de solidarité financière européenne. Quand vous mettez sur la table la liberté de circulation dans Schengen et vous mettez les fonds structurels, je peux vous dire que Viktor Orban, il commence à écouter. Juste une dernière petite question sur la politique migratoire, et puis après on passera, mais comme ça a à voir avec la circulation, on passera aux questions commerciales et de libre-échange. Est-ce que vous continuez à soutenir la politique européenne qui est en place et qui est pas mise en cause dans le programme, qui est en gros la politique de sous-traitance des frontières extérieures de la Méditerranée à la Libye, au Maroc et à la Turquie, avec son corollaire, c'est-à-dire des conditions, notamment d'emprisonnement, d'esclavage, en particulier en Libye. Mais nous, on a publié un reportage au Maroc sur les mineurs, notamment. Le Maroc, qui reçoit des subsides de l'Europe, justement, pour s'occuper des mineurs isolés sur son territoire. Et il faut voir comment il les traite. Est-ce que vous continuez à soutenir cette politique, puisqu'il n'en est pas vraiment dit grand-chose non plus dans votre programme? Il y a beaucoup de choses qui ne figurent pas dans un programme qui fait déjà 79 propositions, une trentaine de pages sur beaucoup de sujets. Mais précisément, on ne veut pas, et c'est, je pense, tout à notre honneur, on ne veut pas transformer ces élections européennes sur un seul sujet, qui serait la question migratoire, comme si aujourd'hui c'était la priorité numéro 1 de l'Union européenne que de devoir mettre cette gestion des flux migratoires au top de l'agenda des Européennes. On sait que si on fait ça, de toute façon, dans l'opinion publique, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, c'est perdant. Qui bénéficierait d'un focus là, on ne parle pas des migrants qui sont en train de crever en Libye. Bien sûr que si. Si on ne veut pas mettre cette question à l'agenda. On en parle sereinement. Donc, ce que je viens d'évoquer, ça fait déjà 3 réformes. Schengen, les fonds structurels, l'Office européen de l'asile. J'amène une 4e réforme qui figure dans le document que vous avez sous les yeux. Le fait de pouvoir dire à des collectivités locales qui veulent jouer le jeu de l'intégration des migrants, notamment, pas que, mais notamment dans les pays qui, eux, refusent de jouer le jeu. Par exemple, les pays d'Europe de l'Est ou aujourd'hui l'Italie de Salvini. Il y a des collectivités, il y a des maires qui disent « moi, je veux intégrer des migrants, je suis prêt à accueillir ces demandeurs d'asile chez moi ». Et aujourd'hui, ils sont bloqués parce que l'État leur coupe des subsides. Or, accueillir des migrants, au début, forcément, ça coûte plus cher. Eh bien, nous, on est favorable à ce que des fonds européens dédiés puissent transiter directement de l'Union européenne, donc de Bruxelles, vers la collectivité, le territoire concerné, de façon à passer outre le blocage politique de l'État qui serait anti-gestion raisonnable des flux migratoires et partagée. Donc ça, c'est une 4e proposition concrète. Si vous ajoutez ces 4 propositions, je peux vous dire que vous n'êtes plus dans le monde d'aujourd'hui. Vous n'êtes plus dans le monde d'aujourd'hui qui est un monde humainement insupportable. Et je partage à 100% la honte quand je vois ça. Évidemment, j'ai été ministre du Développement, vous le rappeliez. Je connais ces pays. Je sais que quand on quitte ces pays, et ça fera le lien aussi peut-être avec les sujets climatiques, quand on quitte ces pays, on ne les quitte jamais parce qu'on choisit les différents régimes de droits sociaux en Europe et on dit « Ah tiens, là j'ai vu une petite niche dans le droit social britannique, irlandais ou français, et donc je pars ». Et donc, je pense que concrètement, ces migrants, c'est des migrants évidemment subis, des migrations subies. Et le premier droit, je finirai là-dessus parce qu'on l'oublie trop souvent, et quand vous discutez avec les communautés concrètes au Mali, au Tchad, en Afghanistan ou ailleurs, ce que j'ai fait, le premier droit, c'est le droit à vivre chez soi si on en a envie. Or, le dérèglement climatique, par exemple, est en train de menacer ce droit, qui est celui de vivre chez soi si on en a envie. C'est pour ça que la première urgence de notre liste, le premier axe programmatique de notre liste, ce sont les questions de transition, aussi en termes d'enjeux de solidarité internationale. Alors, juste avant d'aborder ces questions qu'on va évidemment évoquer, l'autre sujet de la campagne des Européennes, enfin c'est un autre sujet, Manuel l'évoquait, c'est la question du libre-échange. Contrairement à beaucoup d'autres programmes, celui de Renaissance n'affiche pas d'opposition ferme au fait de continuer à signer ces traités, qui sont pourtant très critiqués, on le sait. À peine expliquez-vous dans votre programme que vous refuserez, je cite, de signer des accords avec les pays ne respectant pas l'accord de Paris sur le climat. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut continuer à signer ces textes alors que vous y étiez, vous, farouchement opposé lorsque vous étiez déjà eurodéputé? Alors,
Première chose, quel est le seul chef d'État, parce que les programmes, c'est très bien, mais après, il y a les actes politiques. Quel est le seul chef d'État en Europe qui s'est opposé à l'ouverture d'un nouvel round de négociations de libre-échange avec Donald Trump? Au nom du fait que les États-Unis de Donald Trump veulent sortir de l'accord de Paris. Le seul. Emmanuel Macron, qui était tellement seul que finalement les négociations se sont Où étaient les socialistes sur ce sujet? Où étaient les socialistes suédois? Où étaient les socialistes espagnols? Où étaient les Verts suédois qui sont au gouvernement? Où étaient les alliés, ça nous intéresse peut-être moins sur Mediapart, mais les alliés de Marine Le Pen en Italie, Salvini, on veut changer les règles du jeu de la mondialisation. Où étaient-ils tous ce soir-là, lorsqu'il a fallu dire oui ou non à Donald Trump? Le seul qui a dit non, ce n'est pas un programme de papier, le seul qui a dit non, c'est Emmanuel Macron. Donc ça, c'est une réalité. Évidemment, vous pouvez me dire, ah mais il était tout seul. Bah oui, qu'à un moment donné, quand on... Est-ce que ce n'est pas un problème de stratégie à Bruxelles? Vous allez me dire que les autres n'ont pas suivi. Mais donc, il aurait fallu faire quoi? Il aurait fallu dire, ah bah puisque je suis tout seul, moi aussi je deviens pour le commerce avec Donald Trump et je m'assois sur le climat. Ça ne répond pas tout à fait à ma question. C'est intéressant, c'est que donc il a posé cet acte. Et je pense que cet acte, il est fondateur. Parce que j'étais, il y a 15 jours, à la direction générale du commerce, à la Commission européenne. C'est le cœur du réacteur libre-échangiste européen. Mais je peux vous dire que l'acte qui a été posé par le président de la République, ça les a fait tomber de la chaise. Et ils ne sont toujours pas remontés. Pourquoi? Parce que jamais ils pensaient qu'un chef d'État ferait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et irait au bout en disant, ben voilà, non. Le climat, oui, mesdames, messieurs, c'est plus important que le commerce. Premier sujet. Deuxième sujet. Sur les accords en cours de négociation. La France défend, et là ce n'est pas la liste Renaissance, c'est la position du gouvernement, trop peu connue, j'en conviens. La France défend, par exemple, le fait que, c'est un tout petit peu technique, si je peux me prendre 30 secondes, dans les accords commerciaux, vous avez deux types de clauses. Vous avez les clauses dites obligatoires et essentielles, puis vous avez les clauses accessoires. Les clauses obligatoires et essentielles, c'est quand le pays avec lequel on commerce ne respecte pas ces clauses, alors l'accord de libre-échange s'arrête. Donc les droits de douane antérieurs reviennent. Eh bien, on défend. Mais pour l'instant, il n'y a pas de majorité en Europe sur le sujet. Je suis d'accord avec vous. Mais la France est un des rares pays à défendre le fait que les politiques environnementales, par exemple la signature et le respect de l'accord de Paris, et d'autres sur la lutte contre la déforestation, la biodiversité, etc., deviennent des clauses essentielles et obligatoires des accords commerciaux. Donc, moi, je suis extrêmement à l'aise avec cette position, qui n'est pas une position anti-mondialisation par principe ou anti-commerce par principe, mais qui est de dire on veut tirer la mondialisation vers le haut. Et je pense que là, la mandature qui s'ouvre va être celle où on va gagner cette bataille. Parce que le lien commerce-climat, moi je le travaille depuis des années et des années. J'ai négocié en partie l'accord de Paris quand j'étais au gouvernement avec Laurent Fabius, Laurence Tubiana, etc. Le mot commerce dans les accords climatiques est tabou, était tabou. Vous ne trouvez pas le mot commerce dans la COP21. De l'autre côté, quand vous signez des accords commerciaux, le mot climat était tabou. On vient d'un monde où les deux étaient totalement séparés. C'est en train de converger. Pour conditionner les accords commerciaux au respect des enjeux climatiques. Ça prend du temps, parce que c'est une mobilisation, c'est une évolution massive des mentalités internationales, donc ça prend du temps. Mais je peux vous dire, et ce que je viens de vous dire est public, et vous pouvez le regarder dans les positions de négociation européennes de la France est probablement le pays qui tire aujourd'hui cette intégration obligatoire des enjeux environnementaux, notamment climatiques, dans les futurs accords de libre-échange. Alors, il nous reste très peu de temps, donc ça fait la transition sur la transition écologique. Deux points sur lesquels je voudrais vous faire réagir, c'est un point de programme, et deux, ce qui peut être en contradiction avec ce qui est fait en France. Entre je dis, mais je ne fais pas exactement la même chose au plan national. Sur le programme, l'un des points essentiels sur la transition écologique, c'est la création d'une banque pour le climat, qui mobiliserait 1 000 milliards d'euros à peu près sur 4 ans, sur 5 ans. Est-ce que ce n'est pas juste un rhabillage de la Banque européenne d'investissement qui a déjà commencé à réfléchir beaucoup ces budgets, ces aides, ces investissements sur la transition écologique, et fléchage qui est en cours de discussion encore à la Commission et qui correspond grosso modo aux 1 000 milliards que vous proposez. Ça, c'est ma première question. Est-ce que ce n'est pas juste un rhabillage? Et deuxièmement, quand vous dites notre premier axe, c'est la transition écologique, c'est la biodiversité, et quand en France,
ou le bien-être animal, quand en France est rejetée la question sur le bien-être animal du broyage des poussins à l'Assemblée nationale, quand on permet dans la loi Elan de pouvoir urbaniser les dents creuses sur le littoral, quand la commission, alors je prends un dernier, le Conseil national de protection de la nature est mis de côté, voilà. C'est faux. Est-ce que vous n'êtes pas mal à l'aise aussi sur une parole européenne quand sur notre territoire, c'est pas exactement la même chose qui est faite? Donc, un mot sur les 1000 milliards, parce que les Républicains, François Bellamy, nous a dit c'est quoi cette surenchère, d'où ça sort ces 1000 milliards? C'est intéressant de voir qu'il y en a encore qui sont contre l'investissement dans la transition écologique. La Commission européenne a fait une analyse que vous avez sans doute vue, disant il manque aujourd'hui, si on veut respecter l'accord de Paris, il manque 200 milliards d'investissements par an dans l'économie européenne. Pas d'investissement public, d'investissement de tout le monde, des ménages, des entreprises, mais aussi des collectivités locales, des États et de l'Europe. 200 milliards par an. 200 milliards fois 5 ans, ça fait 1000 milliards. Donc nous, notre objectif, c'est effectivement, sur les 5 ans qui viennent, de générer 1000 milliards d'euros d'investissements verts de plus dans les transports, les énergies renouvelables, la transition agricole, etc. Pour ce faire, effectivement, il faut réformer en profondeur la Banque européenne d'investissement, parce qu'elle a commencé à bouger. Enfin, vous connaissez peut-être le chiffre. C'est quoi la part verte des investissements de la BEI aujourd'hui? C'est 40%. Non, c'est 25%. 25%, c'est-à-dire qu'il y a 75%, si je ne me trompe pas, oui, 75% qui ne le sont pas. Voilà, il y a encore du chemin à parcourir. Donc, il faut transformer, il faut accélérer la transformation de la Banque européenne d'investissement, qui peut-être, on va voir quelles sont les propositions concrètes qui vont être faites. Nous, on en aura, on va voir ce qui passe et ce qui ne passe pas, bien évidemment, parce que ça se négocie. Peut être la transformation de la Banque européenne d'investissement en Banque du climat. Ça, je réponds rapidement à cette première question. Peut-être qu'on pourra y revenir lorsque je serai député européen, puisque en juin, dès avant même le début du mandat, qui est le 2 juillet, la France va faire une proposition très concrète avec des partenaires européens pour cette Banque du climat. Et le deuxième élément, c'est finalement, est-ce que tout ça est cohérent? Je pense que cette ambition européenne, honnêtement, elle a été très clairement reconnue dans le projet européen. Personne ne l'a contesté. Certains ont même dit, c'est le cas des Républicains, vous allez trop vite. Bon. Moi, vous posez la question de la cohérence. Si je vous dis c'est cohérent, vous allez me dire bah oui, mais vous n'êtes pas très objectif. Donc je cherche une source objective. Cette source objective, je l'ai trouvée. Ce sont les ONG environnementales à Bruxelles, le Climate Action Network, le CAN Europe, qui listent les pays européens de par leur ambition et leur action pour le climat. Première conclusion, aucun pays européen n'est à la hauteur de ce qu'il faut faire. Et c'est vrai, y compris la France. C'est pour ça qu'il faut accélérer et c'est pour ça que je ne dirai jamais que ce que fait le gouvernement aujourd'hui est suffisant. Ça ne l'est pas, comme aucun pays en Europe, tous les pays en Europe, puisque aucun d'entre eux n'est à la hauteur de ce qu'il faut faire. Premier sujet. Deuxième conclusion de cette étude, quand je compare les 27, 28, ça date de l'année dernière, 28 pays européens, la France est troisième, derrière la Suède et le Portugal. Alors troisième, ce n'est pas premier, enfin troisième, ce n'est pas le cancre. Donc nous faisons partie des leaders de la transition écologique en Europe. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les associations environnementales à Bruxelles que je connais un petit peu. Donc c'est la situation objective aujourd'hui. Il faut faire plus, mais quand on se regarde, on est loin, très très loin d'être les plus mauvais. Donc c'est ça la situation. Et un mot, puisque aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts a présenté, l'église de Yannick Jadot, a présenté une proposition de traité européen sur l'environnement. Pourquoi je pense que ce n'est pas la bonne méthode? Parce que, est-ce qu'on a besoin d'un nouveau traité pour réformer la PAC? Non. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau traité pour faire la Banque européenne du climat, transformer la BEI? Non. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau traité pour ne pas signer des accords commerciaux avec les pays qui ne respectent pas l'accord de Paris? Non. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau traité pour transformer les règles sur le diesel, les carburants, les transports? Non. Donc, vous voyez, tout ce qu'on peut faire à traité constant, la mesure phare de la liste soi-disant la plus écolo, c'est de dire « Ah, il faut un nouveau traité ». Quelle perte de temps, quand par ailleurs on dit que c'est l'urgence climatique et que c'est maintenant qu'il faut agir. Donc moi, je suis pragmatique et j'avance. Si on prend juste un exemple, et puis je crois qu'on arrive à la fin de l'entretien, sur la libre concurrence, sur le commerce. Je crois que je vous ai répondu sur le commerce assez longuement. En Europe, il y a besoin d'un nouveau traité si on veut en faire quelque chose pas du tout. Qui est écologiquement... pas du tout. Ce qu'on vient de se dire là, c'est-à-dire le fait de dire le Je ne parle climat... pas des traités extérieurs, je parle de la libre concurrence intérieure. Ah, à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur de l'Europe. Et alors?
tout fonctionne bien. Non, tout fonctionne pas bien. Mais où on en est aujourd'hui, et notamment, notamment en matière écologique, les traités aujourd'hui permettent d'avancer vers l'écologie. On va prendre les sujets. Est-ce que pour respecter la directive sur la qualité de l'eau, il faut changer les traités? Non. Sur la pollution de l'air, il faut changer les traités? Non. Sur la PAC? Non. Sur la politique commerciale? Non. Sur la politique industrielle? Non. Pour faire un Airbus des batteries électriques, pour éviter que ce soit la Corée qui soit le grand gagnant de cette bataille industrielle, est-ce qu'il faut changer les traités? Non. Donc c'est juste un faux semblant. C'est très bien sur un projet, ok, politique, mais c'est d'une inefficacité concrète. Or, moi, je suis là pour me battre dans le monde réel de l'efficacité politique concrète, parce que justement, quand on dit c'est l'urgence climatique, c'est maintenant qu'on agit, moi je le crois. Je le crois depuis 10 ans, 15 ans. Et donc c'est mon combat, c'est ça qui me fait lever le matin, et c'est pour ça que je suis fier d'être sur cette liste. Le résultat, excusez-moi, j'allais faire la transition sur le plateau et la transition sur le scrutin du 26 d'abord. Ouais. Donc le dimanche 26, le scrutin des élections européennes en un tour. Donc après, les gens font ce qu'ils veulent, pour qui ils veulent. Absolument, c'est la démocratie. Mais déjà, allez voter. C'est la deuxième plus grande élection au monde, l'élection du Parlement européen. La première, c'est l'élection en Inde. La deuxième, c'est l'élection au Parlement européen. Donc voilà, soyez au rendez-vous.